Alors on pourrait penser que nos villes sont conçues par les architectes, par les urbanistes, pourquoi pas par les politiques certainement. On pourrait rêver qu'elles soient aussi conçues par les habitants. Mais en fait, nos villes sont aujourd'hui le produit du monde de la technique. Et les villes qui expriment, qui construisent et qui transmettent longtemps les valeurs et les aspirations d'une société, aujourd'hui, elles traduisent la domination sans partage du monde artificiel sur le monde naturel. Et cette domination, elle est omniprésente. Quand je voyage, je suis presque toujours accueilli dans une chambre réfrigérée l'été. Si c'est l'hiver, elle est par contre surchauffée, comme si le luxe était d'être toujours à contre-saison. Alors, on a envie d'ouvrir la fenêtre, mais ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que justement, il y a l'air conditionné. Et donc, la fenêtre est condamnée. C'est la technique qui m'empêche, qui dessine que je ne vais pas pouvoir profiter de la douceur du climat, sentir l'odeur du jardin en contrebas, écouter les bruits de la ville. En fait, c'est comme si j'habitais une cabine dans une grande machine. Car la ville est devenue une sorte de très grande infrastructure. Alors, la technique, elle est à l'origine même de la ville, qui s'est développée au départ, on l'oublie aujourd'hui, puisque la situation s'est inversée, mais au départ, la ville, elle se développe en fait contre une nature hostile et imprévisible. N'oublions pas Descartes qui nous dit l'homme doit se rendre maître et possesseur de la nature. Quel programme! Tant de Descartes, dans le monde, il y a à peu près 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous vivons dans une planète urbaine de près de 8 milliards qu'il faut loger. Je rappelle que la ville est une chose formidable. Elle arrive à contenir aujourd'hui presque 60% de la population mondiale dans moins de 3% du territoire disponible. Mais ce n'est pas pour autant que nous ressentons la ville non plus comme une cité, mais comme une infrastructure. Une infrastructure où nous ne sentons plus tellement des sujets libres et autonomes, mais bien des objets. Un monde où certains d'entre nous vont passer leur vie entière, si on pense aux grandes métropoles asiatiques, et où ce sont leurs gestes qui vont devoir s'adapter à des machines, à un monde entièrement artificiel, avec cette impression d'être même toujours contrôlé, toujours transporté par l'infrastructure. Et la production industrielle, elle n'arrête pas de produire des nouveaux objets, de nouvelles technologies qui nous envahissent, qui envahissent l'espace public. Et on a l'impression que cette production, elle est comme indépendante de notre volonté. Alors on est un peu saturé. Chaque foyer français possède en moyenne une centaine chez lui d'objets électroniques ou électriques, des objets qui sont de plus en plus connectés et qui en plus vont nous solliciter. Et cette tyrannie, en quelque sorte, de l'innovation, il semble qu'il soit impossible de la contester. Emmanuel Macron, il y a 2 ou 3 ans, a dit si vous êtes contre la 5G, eh bien, éclairez-vous avec une lampe à huile. On voit que le débat est impossible quand il s'agit de contredire l'idéologie du progrès. Cet homme, Willis Carrier, est certainement celui qui a le plus influencé la ville au XXe siècle. Vous ne trouverez pourtant pas son nom dans les livres d'architecture, c'est l'inventeur de la climatisation, au tournant du siècle, en 1902. Avec lui, l'air intérieur se sépare de l'air extérieur. L'air intérieur devient à température constante, hygrométrie contrôlée, pureté certifiée, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'air intérieur devient à son tour le produit de la technologie, devient un produit de consommation. Il n'est plus ce milieu dans lequel toute l'humanité a baigné de façon indifférenciée depuis la nuit des temps. Et avec cette invention, le visage de nos villes va profondément changer, puisque les espaces intérieurs étant autonomes, les bâtiments vont s'affranchir du climat, du soleil, du vent, et on va pouvoir produire le même environnement urbain indifférencié dans toutes les villes du monde.
les architectes, en fait, ils ont accompagné cette prise de pouvoir de la technique. Ils ont été fascinés par le travail des ingénieurs. Le Corbusier dit la maison, c'est la machine à habiter. Mais qui voudrait habiter dans la cabine d'un A380 qui est pourtant sorte d'habitacle technique parfait? Alors cette prédominance de la technique dans la façon de nous faire de ville, il faut évidemment la contester, il faut évidemment la remettre en question. D'abord, en raison des problèmes qu'elle cause avec le climat. Je ne vais pas développer ici parce que je dirais que c'est presque une cause entendue et vous êtes certainement impliqués dans cette prise de conscience, mais aussi parce que cette ville infrastructure, au moment de la crise sanitaire, en fait, elle a trahi la confiance des habitants. On pouvait croire que la sophistication des villes allait nous protéger, c'est l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que cette sophistication technique a été la cause même de la fragilité d'un réseau mondialisé de grandes villes qui a été stoppé net par les confinements. Mais peut-être qu'en tant qu'architecte, en tant que défenseur d'une ville humaniste, ce que je trouve le plus important, c'est la relation des habitants avec la ville, cette relation avec la technique qui est devenue problématique et qu'il faut changer. Il faut se servir de cette prise de conscience du développement durable pour, au-delà des ressources, au-delà de la bonne gestion de l'énergie, penser la ville autrement. Il faut établir un contrat entre architecture, nature et technique. Ce contrat, nous en avons esquissé une image avec le pavillon de la France et le thème de la ville sensuelle à Shanghai en 2010 pour l'exposition universelle. Nous avons mis le climat, les habitants au premier plan de la ville, évoquant dans une fresque vidéo la bonne relation que la ville peut entretenir avec les saisons, avec le temps qui passe, avec le jour, avec la nuit, montrant que si on ne s'oppose pas aux éléments, si au contraire on est à l'unisson avec ces éléments, eh bien ça peut être une source de plaisir, une source de désir de ville, d'une ville sensuelle. Le bâtiment lui-même était construit comme le prototype d'une architecture qui fusionnait avec le paysage. Un paysage où on pouvait se promener, un paysage où on pouvait se reposer, et on ne pouvait pas dissocier nature et construction, un bâtiment qui est un îlot de fraîcheur et de senteur. Et alors ce thème de la ville sensuelle, ça a été un incroyable succès, puisqu'avec 10 millions de visiteurs en 6 mois, ça a été le bâtiment le plus visité de l'exposition universelle. C'est pour ça que nous avons continué avec mon associé Pauline Marchetti à développer cette idée avec un laboratoire où nous partageons nos recherches par des publications, des rencontres et des expositions qui ont pris place ces dernières années dans de nombreuses villes dans le monde entier. À Rouen, nous avons fait face à un défi technique environnemental en construisant le plus grand bâtiment public Passive House en France, c'est-à-dire un bâtiment qui chaque année consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Mais l'image de ce bâtiment, ce n'est pas une machine environnementale, c'est en fait une façade impressionniste inspirée des séries de Claude Monet sur le portail de la cathédrale de Rouen, justement, où il montre que ce bâtiment change de couleur à chaque heure de la journée. Et nous avons mis en place 2500 panneaux photovoltaïques qui contribuent à produire une partie de l'énergie du bâtiment, comme un tableau impressionniste. Ces panneaux sont revêtus d'une couche d'écrouille qui fait que selon l'incidence de la lumière, ils changent de couleur subtilement et le dispositif environnemental devient la matière même de l'architecture. Il devient un dispositif poétique. Pour ceux qui vivent dans le bâtiment, évidemment, on n'est pas climatisé et ce bâtiment s'ouvre de partout, prolongeant les espaces de travail à l'extérieur, utilisant les patios qui sont nécessaires pour le refroidissement naturel des espaces comme autant de ponctuation des parcours à l'intérieur des bureaux,
et finalement accompagnant les nouvelles façons de travailler par l'architecture. Une façon de travailler où quand on veut, on peut se sentir partie prenante du paysage et du climat. Alors aujourd'hui, le défi constructif aussi, c'est de ne pas consommer de territoire. C'est de construire la ville sur la ville. C'est assez compliqué ici, c'est un grand bâtiment de bureaux que nous avons construit, imbriqué dans la gare Montparnasse, enfin tout contre, mais aussi au-dessus de ses locaux techniques, une gare qui est une des plus fréquentées d'Europe. Et pourtant, nous avons voulu contribuer à amplifier l'espace public dans un des quartiers les plus denses et les plus congestionnés de Paris. Et en fait, au-delà de la construction, ce qui était important pour nous, c'est de créer un passage, un lieu public ouvert évidemment aux occupants de bureaux, mais aussi à tous les Parisiens, à l'abri du bruit, à l'abri du trafic de la circulation, qui devienne une pause dans la journée et qui devienne un lieu de rencontre dans lequel se sont installés un café, un restaurant, une fondation d'art contemporain. Un lieu dans lequel on a fait entrer le ciel avec une façade qui évoque ce grand ciel qu'on voit si peu à Paris, et ce ciel qu'on partage ensuite dans les étages, qui sont tous des terrasses accessibles, où on peut même trouver un jardin cultivable qui produit des plantes comestibles et dans lequel on peut avoir des leçons de jardinage. Donc une façon aussi de mieux être ensemble dans ce lieu de travail. Alors là, on part de Paris à Shanghai, dans un autre hyper-lieu urbain, le carrefour Xujiawe, à Shanghai, un des plus animés de la ville, où sur une grande station de métro, nous avons construit ce bâtiment de bureau par-dessus un parking. Et ce parking, en fait, il est traité comme un jardin suspendu qui va se développer. Ça, ce sont les photos juste après la livraison, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Donc le jardin s'est développé. Et les plateaux inférieurs du bureau, ceux qui sont les plus proches de la rue et d'une passerelle piétonne que nous sommes en train de construire, ils ont été laissés libres, disponibles pour la vie du quartier, où les gens le matin viennent faire du tai chi, où dans la journée, il y a des marchands ambulants, et où on peut installer des expositions temporaires. À Shanghai, toujours, sur ce campus, c'est le rez-de-chaussée, qui est un paysage construit, et qui, en même temps que la construction, la compense en quelque sorte en offrant un havre de biodiversité et de fraîcheur, un paysage d'ailleurs que l'on peut traverser pour aller du jardin à la rue à côté. Alors vous l'avez compris, cette vision d'une nature et d'une architecture mêlée, c'est toujours lié aussi à l'espace collectif, mais aussi à l'appropriation. Comme pour ces logements à Montpellier, ou pour trouver là aussi de la fraîcheur, nous avons conçu un immeuble jardin. Et j'aime bien ces photos qui montrent comment cette décision de construction a permis l'épanouissement d'une appropriation de chacun, des jardins qui sont au pied d'immeubles, des jardins qui sont sur les balcons, et de faire de chacun l'acteur de son logement, l'acteur de son quartier. Tout est possible avec la technique. Tout est possible à condition qu'on la mette dans son rôle de moyen, que de servante, elle ne devienne pas maîtresse, mais qu'elle soit au service d'une vision de la ville. Cette vision de la ville, il faut l'avoir ensemble. On ne peut pas, nous, seuls experts, la définir aujourd'hui. Il faut impliquer les habitants, comme on le fait ici sur le chantier du Grand Paris Express. Il faut que tous ensemble, on trouve une autre route, une autre voie, vers une ville en résonance avec le climat, respectueuse de l'environnement, une ville en résonance avec le contexte, et donc qui prennent en compte les cultures, et les cultures aussi constructives locales, et surtout une ville en résonance
avec le corps des habitants. Et là, derrière la ville-machine, nous pourrons retrouver la cité ouverte à tous les vivants. Merci.